Des enfants de 300 familles impactées par la construction du quatrième pont installé à Niamey ne vont plus à l'école. Un processus de transfert et d'affectation des élèves impactés par le projet en cours. Et puis le diabète touche plus de 15 millions de personnes en Afrique subsaharienne et a causé 312 000 décès en 2017 selon des chiffres de la Fédération internationale du diabète. La lutte contre cette maladie chronique s'intensifie par la sensibilisation et le dépistage. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Une centaine d'enfants privés d'école cette année en cause la construction du quatrième pont reliant la commune de Yopougon à la commune du Plateau. Ces enfants vivaient avec leur famille à Tekoubé et ont été contraints d'aller s'installer à Niamey où ils sont confrontés à des charges supplémentaires, ce qui ne leur permet pas de faire face aux frais de scolarité de leurs enfants. Il faut noter qu'il n'y a pas d'école publique là où sont installées ces personnes impactées par la construction du quatrième pont. Le reportage de Noussangari. Elles font partie des populations impactées par la construction du quatrième pont. Au nombre de 300, ces personnes résidant aujourd'hui dans la commune d'Aniama sont confrontées à d'énormes difficultés liées à leur déplacement involontaire, en l'occurrence l'insertion de leurs enfants dans un établissement scolaire public. L'école est trop chère ici. C'est une école privée. 40 000 ou 50 000, c'est cher. Bolobana, là-bas, nos maisons, on paye maison à 10 000, mais ici, c'est 40 000. C'est trop cher. Depuis qu'on est venu, c'est moi, on n'a pas envoyé à l'école, parce qu'on n'a pas moyen. On ne peut pas payer maison et puis école aussi. On ne peut pas faire deux en même temps. L'année dernière, vu que le déguerpissement était imminent, nous avons commencé à recenser les enfants. Donc nous avons eu une base de données des enfants. Cette année, il fallait suivre l'insertion des enfants. Dieu merci, nous avons répertorié plus de 300 enfants qui habitent dans la commune d'Anyama, précisément au quartier Belleville 2. Et dans ce quartier, les difficultés qui rencontrent les parents, c'est qu'il n'existe pas d'école publique primaire. Donc nous avons fait un plaidoyer auprès du gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre ses enfants en charge. L'affectation des élèves impactés par le projet du quatrième pont au cœur d'une rencontre d'échange entre parents d'élèves et responsables en charge de la réaffectation au titre de l'année 2019-2020 des élèves impactés. La délégation conduite par Marie-Laure Wanyou, responsable du volet social du plan d'action et de réinstallation des personnes affectées par le projet du quatrième pont, a donné les précisions sur le mécanisme de transfert et d'affectation des élèves impactés. Il est question pour les enfants du public, bien sûr, de se rapprocher de nous, prendre la fiche, remplir et repartir dans les anciennes écoles, avoir le visa du directeur et puis venir dans le cadre du public, ramener les fiches au niveau de l'inspection du nouveau lieu d'habitation de la famille pour qu'on puisse prendre l'enfant en charge, lui trouver une place. Pour le cas des enfants du collège, ceux qui sont nouvellement orientés, ceux de la 6e, de la seconde, ils sont chargés de remplir la même fiche et de la déposer à la direction de l'orientation, à l'immeuble Alpha 2000. Pour ceux des classes intermédiaires, il est question de remplir la même fiche et de les déposer au 17e étage à la tour D pour qu'on puisse leur trouver une place. J'insiste, c'est que les élèves du public et du semi-privé, c'est-à-dire les élèves pris en charge par l'État. Les populations sont donc invitées à garder leur calme. Les responsables de l'insertion des élèves impactés par le projet du quatrième pont rassurent que le processus prendra fin dans un mois afin que les élèves regagnent le plus tôt possible le chemin de l'école. Une autre frange de la population n'a pas d'endroit où dormir, ne prennent qu'un repas par jour, en tout cas pour la plupart. Il s'agit de veuves et d'orphelins. Ces personnes vulnérables qui finissent par sombrer dans le désespoir si rien n'est fait. Fort heureusement, des ONG comme Bethel Food volent au secours de ces couches défavorisées. Elle a organisé un dîner gala pour collecter des fonds en vue de leur trouver un toit. Colette Iliboudo, Doigt des Lasers. Mobiliser 300 millions de francs CFA pour apporter aide et assistance aux orphelins, veuves et handicapés de Côte d'Ivoire. Voici l'objectif visé par l'ONG Bethel Food International à travers ce dîner gala de bienfaisance. L'organisation veut collecter ces fonds pour la construction d'un centre de recueillement pour orphelins en Côte d'Ivoire. Une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables. Un toit pour les orphelins, le thème de ce dîner gala de bienfaisance.
Louer une maison à Abidjan, ce n'est pas facile et c'est difficile parce qu'il faut nourrir ses enfants. Tous ces enfants qui sont là, ce n'est pas tous qui sont à la maison parce qu'on ne peut pas les héberger dans 3 chambres salon. Pour cela, d'autres sont dehors, 60 sont dehors et 27 sont à la maison. Et nous croyons que Dieu va nous faire faveur pour cette fois-ci, pour que les gens nous entendent, les gens nous écoutent pour nous venir en aide. Je vous demande pardon. Venez nous aider. On a besoin d'un toit pour vivre. Nous n'avons pas un toit. C'est pourquoi je vous demande pardon. Venez nous aider. Depuis 2009, l'ONG Bethel Food International prend en charge 20 orphelins à Abidjan et une 60aine à l'intérieur du pays. L'ONG fait également des dons de vivres et non-vivres aux veuves et aux malades. Selon une estimation de la Fédération internationale du diabète, le diabète touche plus de 15 millions de personnes en Afrique subsaharienne et a causé 312 000 décès en 2017. Le diabète de type 1 insulinodépendant, qui touche surtout les enfants et les jeunes adultes, ne représente que 5 à 10% des cas. La plupart des diabétiques en Côte d'Ivoire, comme dans les pays du Nord, souffrent d'un diabète de type 2, souvent lié à une mauvaise hygiène de vie. Pour prévenir la maladie, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite organise une journée de dépistage gratuit dans la commune d'Abidjan, dans la ville d'Abidjan. Rosemonde Kini. Contrôle du taux de glycémie et une incidence de sensibilisation des populations sur les causes et les conséquences du diabète. Nous sommes à Niamey, dans le district d'Abidjan, à la journée de dépistage volontaire gratuit du diabète organisée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. J'ai des parents diabétiques et je sais ce que ça cause vraiment dans la vie de l'être humain. C'est vraiment pas bon. Pour ceux qui hésitent encore, en tout cas, nous les prions de venir se faire dépister. C'est gratuit, ça ne fait pas peur. Moi, je viens de l'hôpital il y a 2 semaines. J'ai vu là-bas, les gens faisaient le taux seulement, là, ça faisait 6500. Donc, je suis obligé de profiter et pour connaître au moins le taux de glycémie de mon organisme. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite veut par cette action informer la population d'Aniamey sur les dangers et les complications du diabète. Une population dépistée peut à un moment donné commencer à faire un peu plus attention à sa santé. Non seulement à sa santé, mais à ses habitudes alimentaires. Parce que le diabète, c'est un tueur silencieux. Donc, à travers cette sensibilisation et ce dépistage que nous faisons gratuitement aux populations, nous voulons leur demander d'abord de connaître leur statut et de faire attention à ce qu'ils consomment. Le diabète est une maladie qui se définit par l'hyperglycémie. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des décès dus à l'hyperglycémie surviennent avant l'âge de 10 ans. L'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Le diabète, c'est une maladie métabolique. C'est le dysfonctionnement de l'organisme qui amène la personne à être diabétique. Lorsqu'on soumet la personne à un taux élevé de sucre de façon continue, le pancréas n'arrive plus à sécréter l'insuline nécessaire pour pouvoir transformer ce sucre-là et ce sucre-là se maintient dans l'organisme. Lorsque la personne présente ces signes que je viens de décrire, la personne se rend dans un centre de santé et on va lui prélever une goutte de sang, soit au bout du doigt, soit de façon veineuse. Et avec les appareils que nous avons, en moins d'une minute, en moins de quelques secondes, on a, sur l'appareil va s'afficher le taux de glycémie. Et si ce taux de glycémie à jeun dépasse 1,26 grammes par litre, on va déclarer la personne diabétique. Mais cet examen-là, il faut le répéter. Parce qu'un seul examen ne suffit pas pour dire qu'une personne est diabétique. Chaque 14 novembre est célébrée la journée mondiale du diabète. Le thème de l'édition 2019 reste identique à celui de l'année dernière, la famille et le diabète. La journée mondiale de la femme rurale a été célébrée en Côte d'Ivoire le 4 novembre à Zoukouboué. Pour marquer l'événement, le secrétaire d'État chargé de l'autonomisation des femmes a communié avec 3000 femmes venues de différentes localités. Elles ont abandonné pour une journée leurs activités quotidiennes pour profiter de ce moment qui leur est dédié. Ces femmes du monde rural constituent le socle de la politique de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, à travers leurs activités agricoles, le commerce et l'élevage. Pour ces femmes, la journée mondiale de la femme rurale est une occasion de parler de leurs préoccupations. Nous n'avons pas de terre cultivable. On a nos sœurs qui sont dans les campements lointains.
Et quelquefois, elles ont des maniocs là-bas. Elles ne peuvent pas transporter pour venir à Zoukoubé avec. On a besoin même d'un Kia pour transporter nos vivres là à Daloa. Des préoccupations prises en compte au niveau international. ONU Femmes se dit engagée à les soutenir, à s'assumer économiquement. C'est mettre toutes ces ressources humaines, techniques, financières à leur disposition pour améliorer leur savoir, leur savoir-faire, leur comportement, leurs attitudes, leurs aptitudes, à utiliser tous ces savoirs de façon pertinente pour répondre efficacement et durablement à des situations données pour leur mieux-être. Investir dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme rurale est le thème de cette édition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à accompagner les femmes dans leur volonté de se prendre en charge. Pour y arriver, une seule condition selon Miss Belmont Dogo. Comme l'enseigne l'adage, l'union fait la force. C'est à ce prix qu'il nous sera plus facile de vous aider. Unis en coopérative, il vous sera plus facile de trouver des solutions aux problèmes qui ralentissent vos activités. Car les coopératives offrent des perspectives que seuls vous ne serez en mesure d'entrevoir. Chères mamans, chères sœurs, je voudrais vous inviter encore à ne pas baisser les bras. Je sais la tâche rude, mais soyez-en remerciés. Le gouvernement et ses partenaires mettent tout en œuvre pour améliorer vos conditions de travail. Car pour le gouvernement, la femme est le pilier de la famille. Pour accompagner cette politique d'autonomisation de la femme, un fonds de 10 millions de francs CFA est mis à la disposition des femmes du département de Zoukoubé. En plus de ce fonds, des motoculteurs, des broyeuses polyvalentes, des décortiqueuses, des tricycles, des motopompes et bien d'autres matériels agricoles d'une valeur de 85 millions de francs CFA sont remis aux femmes de la région du Haut-Sassandra, de quoi réduire la pénibilité du travail et favoriser la transformation de quelques produits vivriers. En sport, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Niger hier 1-0 lors des éliminatoires de la CAN 2021. Suivons ensemble le résumé du match avec RTI Sport. Dans un stade, Félix Oufouette-Boigny acquis à la cause des éléphants, les poulains d'Ibrahim Kamara entrent bien dans la partie, incarnée par la frappe de Max-Alain Gradel, mais le gardien nigérien répond présent. Dans la dynamique, Seko Fofana est tout près d'ouvrir le score, mais est mise en échec par le gardien nigérien, Daouda Kassali. Motivés par leur public, les coéquipiers de Serge Aurier ne laissent pas retomber la pression. Sur une action d'éclat de Nicolas Pépé, Hervé Liboyi concède le pénalty. Max Gradel se propose et perd son duel à nouveau face à Daouda Kassali, visiblement dans un grand jour. La pause intervient sur ce score vierge. Il faut attendre la seconde période pour voir le match se débrider. Sur un centre de Wanlo Koulibaly, Fatogoma Kourouma se rend coupable d'une main dans la surface de réparation. Vigilant, l'arbitre indique à nouveau le point de pénalty. Franck Yannick Kessié se lance et prend à contre-pied le portier nigérien. Un avantage d'un but que les éléphants de Côte d'Ivoire préservent jalousement jusqu'à la fin de la rencontre. 1-0 score final, les éléphants assurent le service minimum en attendant la prochaine sortie prévue le mardi 19 novembre face à l'Éthiopie. Avant de nous dire au revoir, sachez que 32 terroristes ont été neutralisés vendredi et samedi dernier lors de 2 opérations militaires dans le nord du Burkina Faso après l'attaque d'une patrouille. Un soldat burkinabé a été tué lors des affrontements. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.